Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous en ce premier jour du mois d'octobre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Président, procureur, greffier, huissier ou encore administrateur, comme tous les ans, les acteurs du système judiciaire monégasque se sont réunis pour la grande rentrée des cours et des tribunaux en présence du souverain. Le nouveau secrétaire d'État à la justice sera notre invité. L'actualité monégasque se poursuit à Strasbourg, où nous rejoindrons notre journaliste Émilie Rousseau et l'ambassadeur Gabriel Revel. Il y a 20 ans, le 5 octobre 2004 précisément, Monaco devenait le 46e État membre du Conseil de l'Europe. On poursuivra avec un peu de culture en prenant la direction du Théâtre des Muses. La maîtresse d'élu Antea Sonio présente en ce moment sur les planches la programmation avec, vous allez le voir, tous ses talents de comédienne. Et enfin, nous vous parlerons d'une création inédite présentée au Fairmont Monte-Carlo. Il s'agit d'un simulateur de pilotage qui a la particularité d'être constitué uniquement de bois précieux. À la fois un jeu et une œuvre d'art que vous découvrirez en fin d'édition. On ouvre ce journal avec la rentrée judiciaire qui a eu lieu en ce premier jour d'octobre. Une messe suivie d'une audience de rentrée a permis de faire le bilan sur l'année écoulée, de mettre le cap sur les projets attendus pour l'année qui commence. Reportage signé Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers, tous les acteurs de la justice en principauté font leur rentrée. Une rentrée symbolisée par la traditionnelle messe du Saint-Esprit, suivie de l'audience solennelle au tribunal en présence du prince souverain. Le président du tribunal suprême, celui de la cour d'appel et le procureur général ont pris la parole pour dresser le bilan de l'année judiciaire écoulée et des projets en cours. L'accent va être mis sur l'aspect pénal. Nous avons à la Chambre du Conseil une particularité où nous faisons du civil, mais également du pénal, l'équivalent de ce qu'on appelle la Chambre de l'instruction en France. Et nous avons une augmentation du nombre de saisines en matière pénale, notamment concernant les demandes de main levée de fonds saisis par les juges d'instruction. Et c'est un contentieux qui est en hausse et avec les dossiers économiques et financiers, c'est quelque chose qui représente un volume qui devient important. L'année judiciaire 2024-2025 est donc ouverte avec la priorité de sortir de la liste grise du GAFI. C'était donc la rentrée des tribunaux et il y a fait lui aussi sa rentrée le nouveau secrétaire d'État directeur des services judiciaires, Samuel Huelta-Simon. Bonsoir. Bonsoir. C'était votre première rentrée des tribunaux en principauté. Une réaction tout simplement par rapport à cette rentrée-là solennelle? Première réaction, c'est l'émotion, bien sûr. C'est l'émotion d'être dans une nouvelle collectivité, communauté judiciaire. Aussi le plaisir que je savoure du fait d'avoir été choisi comme nouveau directeur de service judiciaire, donc secrétaire d'État à la justice, par le souverain. Et c'est aujourd'hui mes premiers pas dans l'institution judiciaire dans son grand complet, avec une réunion qui est assez inhabituelle, moi qui viens de France, où nous avons la cour de révision, le tribunal, la cour d'appel, le parquet général, dans la même salle d'audience avec le souverain, pour célébrer l'entrée dans la nouvelle année judiciaire ce 1er octobre. Alors vous qui avez déjà une belle carrière en France, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette fonction ? Je crois que c'est une grande curiosité intellectuelle en tant que juriste et que professionnel de la justice. Je trouve que la justice monégasque ne ressemble à aucune autre et les enjeux qui sont les siens sont importants puisqu'on demande, et notamment la collectivité internationale qui nous regarde, demande à la justice monégasque d'avoir la structure, l'ossature, l'envergure de la justice d'un État comme la France, l'Espagne ou l'Italie. Forcément, c'est un souhait aussi du prince, c'est un souhait de la collectivité professionnelle monégasque, mais ce sont des mécaniques très précises, très complexes, et qu'il faut savoir assembler pour réussir à relever le défi de cette vision internationale. Et quelles vont être vos priorités? Autrement dit, quelle est votre feuille de route là? Alors, ce serait prétentieux de vous dire que je viens ou en quelques jours j'ai tracé ce qui semble être la marche à suivre pour l'avenir. Je vais m'y occuper, essayer de faire avec toutes les informations dont je me nourris depuis mon arrivée. Mais je dirais plutôt vous parler en termes de méthode. Et la méthode pour moi,
c'est le dialogue, après avoir fait le bilan des choses que je vois qui peuvent être améliorées ou même mises en place pour que notre justice soit plus performante, plus efficace, plus rapide. C'est surtout le dialogue avec l'ensemble des autres secteurs du gouvernement monégasque, avec le ministre d'État, les autres les conseillers qui travaillent avec lui, pour faire en sorte de créer, toujours potentialiser une interministérialité dans l'action. Moi, je suis persuadé, j'ai toujours fait mienne cette règle. Les victoires, elles se gagnent à plusieurs. Aujourd'hui, vous le savez, Monaco fait face à des exigences internationales, une évaluation par Moneval, reprise par le GAFI. Donc on nous demande non seulement d'être conforme aux standards internationaux, donc les questions de compliance ont été évoquées notamment par Moneval. Je crois que la principauté a bien avancé sur le sujet. Un train de réformes législatives sont venus favoriser cette conformité. Désormais, ce qui est la phase GAFI, on demande à notre justice d'être plus efficiente, plus efficace. Et c'est un peu dans cette partie-là où j'espère y apporter mon expérience. Vous parlez de Moneval, du GAFI. Vous êtes un spécialiste dans les domaines de la lutte contre la criminalité organisée, de la délinquance économique et financière. Est-ce que ça a joué dans votre domination, selon vous ? Oui, bien entendu, bien entendu. J'ai eu quelques expériences dans des postes où j'étais amené à réformer, créer, imaginer de meilleurs fonctionnements ou même des services entiers. Tout cela sur les thématiques lutte contre la criminalité organisée, crapuleuse, le trafic de stupéfiants, la criminalité financière, le contre-terrorisme. Et c'est vrai que cette appétence pour la lutte contre la criminalité en général, quelle qu'elle soit, m'a amené à candidater sur le poste de secrétaire d'État à la justice. Et vous arrivez dans un contexte complexe, entre le départ précipité de Sylvie Petit-Leclerc, qui était à votre place récemment, l'affaire des dossiers du Rocher. Comment vous abordez ces sujets-là ? Tout d'abord, je ne vais pas commenter ce que le départ ou les conditions du départ de ma prédécesseuse. Il y a des enquêtes en cours. Il y a des enquêtes en cours qui sont gérées par le procureur général qui exerce l'action publique que je dirige et qui aujourd'hui, pour nombre d'entre elles, sont dans les mains de juges d'instruction. Moi, j'ai aucun doute sur l'issue de cette partie judiciaire. Donc les juges font leur travail, finissent leur travail. Une fois que le travail en termes de vérification des éléments et des infractions qui ont pu être commises et définition des responsabilités sera fait, eh bien, il restera à la juridiction monégasque, au tribunal de première instance, de se prononcer et de voir si oui ou non la charge de la preuve a été satisfaite et il convient ou pas de condamner les personnes qu'on a identifiées. Donc, je dirais pas plus à Monaco que je tiendrai le même discours pour les juridictions françaises. Moi, j'ai aucun doute sur cela. La seule chose, c'est peut-être que aux yeux du citoyen, la justice ne va jamais assez vite, ou elle est trop lente. La justice ne va jamais assez vite, et si une enquête est compliquée, complexe, demande des investigations internationales pour vérifier tel ou tel point, demande des actes nombreux de la part des enquêteurs, il est évident que le temps d'enquête sera beaucoup plus long qu'une affaire simple de conduite en état alcoolique ou d'accident de la circulation. C'est évident. Samuel Vuelta-Simon, c'était la rentrée des tribunaux. Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Monaco s'apprête à célébrer les 20 ans de son adhésion au Conseil de l'Europe. Le prince Albert II sera ce mercredi à Strasbourg pour célébrer cet événement. Dans quelques instants, l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe, Gabriel Revel, sera notre invité. Mais avant cela, rejoignons sur place Émilie Rousseau. Bonsoir Émilie, vous êtes à Strasbourg avec Sylvain Péroumal pour suivre cet événement ô combien symbolique. Oui, en effet, un jour pour célébrer cette date du 5 octobre 2004, la principauté devenait alors le 46e État membre du Conseil de l'Europe. Cette adhésion de Monaco, quelques années après son admission à l'ONU,
aura permis de renforcer son statut à l'international. Après, vous l'avez dit, l'admission de Monaco à l'ONU en 1993, qui nous a permis vraiment de rentrer dans le concert des nations. Cette admission ici au sein du Conseil de l'Europe nous a permis, comme l'a dit le prince Régnier III, de rentrer dans notre famille naturelle, celle du Conseil de l'Europe, du respect de la démocratie, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Donc Monaco a pris toute sa place depuis ces 20 ans ici dans cette organisation très importante, puisque c'est véritablement un forum de dialogue qui permet de faire avancer nos démocraties. Il faut savoir que le Premier ministre d'État du prince Régnier III, Jacques Rueff, n'avait pas ménagé ses efforts pour que Monaco intègre le Conseil de l'Europe dès sa création en 1949. Si des tentatives de coopération sont engagées les années suivantes, c'est en 1998 que le prince Régnier III décide de déposer une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe. Il s'exprimera lui-même sur la question devant le Conseil national. C'est ce que l'on apprend dans une exposition qui sera inaugurée ici à Strasbourg demain, exposition organisée conjointement par le Conseil national et le département des relations extérieures et de la coopération. C'était effectivement un moment important dans l'histoire du Conseil national, puisque nos prédécesseurs, les élus de l'époque, avaient tout leur rôle à jouer, puisque cette demande d'adhésion a entraîné ensuite pour le déroulé du processus de l'adhésion au Conseil de l'Europe, la modification de la Constitution qui a eu lieu et qui est intervenue en 2002 et qui est la Constitution que nous connaissons aujourd'hui, puisque différentes mesures ont dû être adoptées pour pouvoir permettre cette adhésion au Conseil de l'Europe. C'était là donc le rôle des élus et de nos prédécesseurs pour pouvoir permettre l'adhésion au sein de cette institution que nous célébrons dès demain pour les 20 ans de ce moment important dans l'histoire de la Principauté. Oui. Demain, une œuvre baptisée Ode à la liberté sera également dévoilée. Elle est en cours de finalisation par son artiste Mr. Wanties. Vous le découvrez actuellement à l'image. Isabelle Béraud-Amadei, Thomas Brézot, mais également des personnalités monégasques ou du Conseil de l'Europe, comme ici le secrétaire général Alain Berset, ont pris part à cette œuvre participative. Il y a quelques jours, au Palais Princier, le prince Albert II a également contribué à la réalisation de cette œuvre. Le prince souverain, dont l'arrivée est prévue demain à Strasbourg pour les 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Et pour développer cette actualité, nous sommes en duplex avec l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe, Gabriel Revel. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord, pour commencer, le rôle du Conseil de l'Europe? Le rôle du Conseil de l'Europe, c'est une organisation qui fête cette année ses 75 ans, qui comprend 46 États membres et qui travaille pour la promotion des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie sur le continent. Et quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe? Mon rôle est double, c'est à la fois de représenter Monaco dans ces instances, de défendre les intérêts de Monaco et également de participer à la prise de décision. Quelle est l'importance de la voix de Monaco au sein du Conseil de l'Europe en tant que petit État d'Europe? Alors, tous les États membres ont la même importance au niveau des voix. Chacune a une voix. Donc, ce qui nous permet de pouvoir exprimer nos positions de la même manière qu'un État comme l'Allemagne ou la France. Donc, Monaco a une place qui compte aussi dans l'organisation, quelle que soit sa taille et son importance. Qu'est-ce que l'adhésion comme ça de Monaco au sein du Conseil de l'Europe a permis au pays? Quelles évolutions significatives on pourrait retenir? Les évolutions significatives, elles sont nombreuses. Tout d'abord, déjà dès l'adhésion, il y a eu la révision des traités franco-monégasques, la révision de la Constitution en 2002. Et depuis, il y a eu énormément d'évolutions, que ce soit sur la question du droit civil, sur l'égalité homme-femme, sur toute la législation qui a été mise en œuvre pour renforcer l'indépendance de la justice, mais aussi les mécanismes qu'on connaît mieux, comme le Gréco, Monéval, et d'autres qui ont permis à Monaco d'évoluer dans de nombreuses directions. Et quelles sont les actions soutenues par Monaco au sein du Conseil de l'Europe? Alors, Monaco soutient chaque année des programmes, à travers des programmes de contribution volontaire, qui pour l'instant se dirigent vers le soutien à la Convention sur la protection de la biodiversité, sur le soutien qui est apporté à la Cour européenne des droits de l'homme, un autre qui concerne la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants, et le dernier concerne le soutien aux personnes vulnérables dans le contexte des migrations et réfugiés. On l'entend, ça va au-delà des frontières de Monaco. Tout à fait. C'est une action qui touche tout le continent européen et même au-delà, puisque nous avons un partenariat de voisinage qui nous lie au Maroc et à la Tunisie. Et Monaco apporte son soutien de manière constante depuis plus de 10 ans à ce programme.
et elle estime que c'est un programme vraiment essentiel pour renforcer l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme dans ces pays. Dernière question, que représentent pour vous ces 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe? Pour Monaco, ça a été une étape, je pense, fondamentale dans sa souveraineté, dans l'affirmation de sa souveraineté, et également pour, en complément de son adhésion en 1993 à l'ONU, d'affirmer sa place sur la scène internationale. Et ça va être marqué d'autant plus qu'en 2026, nous allons assumer la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est l'organe exécutif de l'organisation, et pendant lequel de nombreuses manifestations vont être organisées. Gabriel Revel, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, monsieur. Passons à une info qui donne le smile. La 3e journée du sourire est organisée ce samedi sur la place d'Armes. L'association Les Smileys Monaco vous invite à un karaoké géant dès 14 h. De nombreuses animations y seront aussi organisées. Une idée de sortie en famille dont le tarif unique est de 5 €. Cet argent permettra de financer des mascottes qui seront distribuées dans les centres de santé et de secours de la Principauté. Elles devraient apporter aux plus jeunes patients un peu de réconfort et permettront aux équipes médicales une approche plus douce. Ce mardi 1er octobre est marqué par l'ouverture de la billetterie des Ballets de Monte-Carlo, dirigée par, on le rappelle, le talentueux chorégraphe Jean-Christophe Maillot. Pas moins de 15 spectacles sont à l'affiche cette saison, dont 3 créations mondiales et une entrée au répertoire de la compagnie. Rendez-vous sans plus tarder sur le site des ballets pour les réservations. Nous vous emmenons à présent dans un lieu aussi magique qu'intimiste. Le Théâtre des Muses présente en ce moment sa programmation, et cela d'une manière plutôt atypique, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Sarah Nkari et Massimo Piantoni. Le Théâtre des Muses, on ça Muses! Mais oui, on est là pour s'amuser! Quand certains se contentent de distribuer le programme, d'autres en font toute une scène. Au Théâtre des Muses, Antea Sogno, la directrice artistique, propose en effet un véritable show dans un seul but, vous donner envie de pousser les portes du théâtre. J'ai beaucoup de plaisir à présenter aux spectateurs et à le faire vraiment avec tous mes talents de comédienne, hein, en les faisant rire, en les interpellant, en les surprenant, du début à la fin de la représentation, pour leur transmettre mes coups de cœur et faire en sorte qu'ils aient envie de faire des croix sur leur abonnement et dans leur agenda pour venir le plus souvent, le plus nombreux possible, parce que le théâtre, c'est une fête. Pour toujours plus d'interaction avec le public, la comédienne met en jeu des places de théâtre en cas de bonne réponse. De quoi se laisser surprendre parmi la quarantaine de spectacles proposés. Chacun d'entre eux expose une idée profonde. Une idée à laquelle on n'a pas forcément eu le temps de penser, nous. Parce que dans nos vies, il y a le quotidien qui nous prend tous les jours. Et il y a des gens, des artistes, dont c'est le métier. Et grâce au théâtre, eh bien, avec la tendresse aussi d'une maman ou d'un papa qui nous racontait une histoire avant de nous endormir, va nous donner la possibilité de regarder la vie différemment. Après 2 heures ponctuées d'humour et d'anecdotes et le passage en revue de Radical, Jules et Marcel ou encore le Spunz, la présentation touche à sa fin. Pour celles et ceux qui n'y étaient pas, des séances de rattrapage sont prévues dès mercredi prochain. Le Fairmont Monte-Carlo a exposé le temps d'un week-end une création inédite, un simulateur de pilotage, avec la particularité d'être constitué uniquement de bois précieux. Reportage de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. C'est il y a 4 ans, durant le Covid, que l'ingénieur Vincent Marre a imaginé la conception d'un simulateur permettant de piloter un avion, un hélicoptère ou une Formule 1 au choix. Une magnifique pièce d'ingénierie et de technologie qui a été pensée et réalisée uniquement en bois afin d'allier le côté divertissement et le côté esthétique pour en faire un jeu autant qu'une œuvre d'art. Moi je suis un amoureux du bois, j'aime beaucoup le bois, surtout le bois massif. Surtout aussi parce que personne n'avait fait de simulateur en bois. Les simulateurs existants sont faits en plastique, en composite, en métaux, et donc c'est pas forcément joli d'avoir une telle structure dans un salon. Je voulais faire quelque chose en bois, avec un bois français, qu'on peut en fait pour laisser un simulateur directement dans le salon. Un simulateur conçu et imaginé de la manière la plus éco-responsable possible, avec un chêne 100% français et des sièges en mousse naturelle. Un choix respectant le développement durable et faisant un petit clin d'œil à la ville de Monaco. Monaco, c'est une principauté qui est orientée vers le développement durable. Son Altesse Sérénissime lui-même est très impliqué à ce niveau-là. Et associer ce simulateur de course automobile et d'aviation à Monaco,
Ça a été fait parce qu'il y a le Grand Prix, mais aussi parce qu'il y a une philosophie qui a dans cette principauté au niveau du développement durable et du respect éco-circulaire. Autre le prototype exposé au Fairmont ce week-end, 4 modèles de plus seront réalisés afin d'être tous commercialisés d'ici 2025 au prix de 375 000 € chacun. Vous m'en mettrez deux. Avant de clore cette édition, le point sur vos prévisions météo avec Sarah Nkari. Bonsoir. Sarah, alors dites-nous quelle est la tendance dans le ciel demain? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Eh bien le temps sera mitigé, des nuages épais viendront noircir le ciel tout au long de la journée et le vent s'invitera l'après-midi. Cependant les températures ne baisseront pas, au contraire, nous gagnerons même quelques degrés par rapport à aujourd'hui avec une variation de 17 à 24. Pensez donc à ne pas trop vous couvrir et à en profiter surtout car jeudi, les températures dégringoleront et la pluie devrait faire son retour. Nous y reviendrons plus en détail demain. Merci Sarah, on vous retrouvera justement demain pour la météo. Comme le veut la tradition, on se quitte avec les photos de fin de journal consacrées ce mardi à la une de l'actualité, la rentrée des cours et des tribunaux dont nous vous avons parlé précédemment. Manuel Vitali était sur place. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle édition mercredi 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Au revoir.